Moi j'ai grandi avec l'animation japonaise depuis tout petit, Astro le petit robot quand j'étais vraiment très petit. Là je suis très content que Rumiko Takahashi ait gagné le Grand Prix d'Angoulême parce que je regardais Ranma 1,5 en dessin animé et mon père m'emmenait à Junku, la librairie japonaise, où j'achetais les mangas en japonais. Donc mon premier rapport au manga, c'était des livres dont je ne pouvais pas lire, mais j'arrivais à comprendre les histoires que par la puissance des images en fait, et des expressions gestuelles. Et depuis, je suis un vrai fan, surtout d'animation japonaise en fait, parce que j'étais réalisateur de films d'animation avant d'être auteur de bande dessinée ou de manga. Moi, j'aime bien les blockbusters d'action. J'aime bien faire des choses raffinées, mais j'aime bien l'action aussi. C'est ce que j'ai voulu mettre en scène pour le tome 2. J'aime l'estampe japonaise, je veux qu'on ait la sensation de lire de l'estampe quand on parcourt mon livre. Ça se lise aussi comme un manga, et là j'ai truffé de petits clins d'œil et de références. Par exemple à Dragon Ball, à Ranma, à Akira, à l'attaque des titans, voilà. Et je voulais plus qu'on sente une sorte de symbiose entre le manga et l'estampe japonaise, plus qu'un simple hommage à l'estampe japonaise grand manga. Je suis passionné par le Japon de l'époque Edo au 19e siècle. Il y a eu pas mal d'animés, dont Samurai Champloo, qui est un animé de Shinichiro Watanabe, et surtout le manga Samurai Bamboo de Taiyo Matsumoto, qui est présent là au festival cette année. Et ça se passe au 19e siècle, et j'avais vraiment à cœur de faire une histoire dans leur univers à eux. Si tu me demandais d'écrire une histoire aujourd'hui qui soit contemporaine, je ne saurais pas quoi raconter en fait. C'est plus facile d'être dans un imaginaire, d'être... Tu vois, pour les Japonais, ça va être très classique, l'estampe japonaise, mais pour moi, c'est de l'exotisme. C'est de l'exotisme que je veux partager aux gens. Par contre, je m'adresse à un public français et je veux que les pensées, les réflexions, la condition de mes héros puissent avoir un écho auprès du lectorat français en fait. Et j'ai l'impression de parler un peu de mon époque aussi à travers le 19e siècle. Je traduis un peu les angoisses que je vis au quotidien parce que l'actualité, le monde qui m'entoure, je ne suis pas enfermé dans ma bulle estampe japonaise. Les deux m'intéressent, mais j'ai quand même envie qu'il y ait une invitation à l'exotisme aussi dans le livre. Mais je voulais aussi raconter une période où au Japon il y a le basculement, l'Occident vient d'arriver. Mon gouverneur, mon colonel, ils ont des tenues occidentales, des tenues que j'ai pompées de Napoléon III en fait. Mon beau-père est costumier, et donc j'avais beaucoup de documentation. Donc je voulais mettre le mélange Japon féodal, Japon qui s'ouvre à la modernité. Une période de crise au Japon qui justement pouvait faire écho à notre époque, quand même assez tourmentée ces dernières années. Voilà. Je dessine à la main, mais à la palette graphique sur Photoshop, sur des dizaines, voire des centaines de calques. Mes personnages sont des pantins qu'on peut animer. Mes décors sont faits à part. C'est comme si tu avais un théâtre de marionnettes ou de la stop motion pour les gens qui connaissent la technique. Du coup, chaque case, c'est comme si je prenais une photo, une instantanée. Si j'avais envie de zoomer ou d'agrandir les personnages, je peux, si je veux lui faire une rotation de la tête, lui bouger ses sourcils. Cette technique-là me permet de passer énormément de temps sur les détails. Je dessine le visage de mon voleur une fois. Et s'il est très bien sur une case, il marchera sur les autres cases. Après, je fais très très attention pour pas qu'il y ait un côté machinal, répétitif. Normalement, les gens ne sont pas censés savoir comment est fait le bouquin quand ils le lisent. Ils doivent avoir la sensation de regarder de l'estampe japonaise. Et non, sinon pour celui-là, tome 2, j'ai utilisé beaucoup de figurants très 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 petits. Quand j'ai bossé avec Wes Anderson, il m'a demandé de faire des choses beaucoup plus petites avec beaucoup plus de personnages. Le tome 1 devait avoir 25 personnages maximum. Là, dès la première image pour Wes Anderson, c'était 70, donc j'avais explosé. Donc là, j'ai eu à cœur de faire des scènes avec plus de foule, qu'on sente un peu la vie, que les figurants soient toujours en mouvement, avoir un jeu de figurants en mouvement pour que à chaque fois que tu as un cadrage, tu as l'impression
ces rues elles sont pas vides ou inhabitées, quoi. Il y a vraiment qu'il se passe quelque chose. Ouais. En fait, dans l'estampe japonaise, je vois tous les germes de la bande dessinée et même du manga qui étaient présents avant. Je dis pas que c'est forcément que c'est un ancêtre, mais je vois pas mal de porosité. Quand je regarde certaines estampes de Kuniyoshi ou d'Okusai, il y a des images qui sont très fortes et qui me font penser à du Akira. Je vois certains mangas comme Naruto, c'est évident, il s'est inspiré de Kuniyoshi et tout. Dans l'estampe japonaise, il y a la case, il y a le texte, il y a les phylactères, il y a absolument tout ce qu'il faut pour faire de la bande dessinée. Et c'était en fait montrer qu'avec de belles choses anciennes, elles étaient modernes et on pouvait à nouveau apporter un peu de fraîcheur dans la bande dessinée actuelle, quoi. Puis c'est un graphisme qui est trop rare et qui est pour moi la plus belle des lignes claires. Donc c'est très important qu'on la voit. Moi j'aime beaucoup la BD franco-belge, les belles lignes claires. C'est évident que Hiroshige et Okusai ont eu un impact sur RG ou Black et Mortimer. Pour moi, ça me paraît évident. Je ne suis pas historien de l'art de la bande dessinée, donc j'ai pas besoin de l'expliquer par A plus B, mais d'une manière sensible, quand tu vois les cadrages et tout, il y a des associations. C'était en regardant Vraiment, c'est quand je faisais mon court-métrage Allons-y Alonso en 2009, c'est la vie de Belmondo racontée comme le journal de Tintin en animation. Je regardais le Temple du Soleil. Et le Temple du Soleil, ça fait penser à certaines estampes d'Hiroshige quand il dessine moins détaillées, tu vois, plus schématiques. Et là, j'ai vu les ponts qui s'opéraient et je me suis dit, ok, je peux me lancer dans la bande dessinée en version estampe japonaise. Et depuis, je vois des ponts, mais partout. Il y a plein d'estampes. Mizuki, je peux te montrer des estampes qui me font penser à Kitaro le Repoussant, Akira, Ma Grande Spirale de Montengu. Ça me faisait penser à du Akira la première fois que j'ai vu une estampe d'Okusai comme ça. Voilà. Le premier tome était vraiment un hommage à l'estampe japonaise. Chaque case avait quasiment une estampe de référence. Même si je faisais une sorte de sample, de copier-coller de plein de références que j'aimais bien. Là, depuis que j'ai bossé pour Wes Anderson, il m'a forcé à sortir de la composition japonaise, il fallait que je rentre dans ses compositions à lui. Et ça m'a donné confiance parce que mon trait est suffisamment japonais pour que je puisse créer mes propres compositions. Si bien que pour le tome 2, je me suis plus concentré que la composition soit autour de la narration, que le regard du lecteur soit toujours orienté vers le texte, l'action, le geste, un personnage. Voilà. Là, en fait, tel que j'ai composé, j'ai repris énormément de décors du tome 1, parce que ça se passe dans le même cadre. J'ai rajouté des décors en plus supplémentaires. Par exemple, un marchand de jouets, je me suis intéressé à comment ressemble un marchand de jouets. Le gros travail que j'ai fait, c'est autour de mon temple. Je me suis basé sur beaucoup de recherches historiques, précises, particulièrement le temple. J'ai regardé comment était composé un sanctuaire japonais, où est placée la première porte, la deuxième porte, l'enceinte, le pavillon. J'ai passé beaucoup de temps sur Google Street View à visiter certains temples. J'ai même mis des fois les lunettes 3D pour regarder. Je pouvais pas aller au Japon, donc il a fallu trouver d'autres moyens. Et en termes de cadrage, pour la grosse scène d'action, pendant toute l'année dernière, je regardais des animés d'action tous les soirs pour avoir la rythmique en tête. Je dis pas que c'est dessiné ou raconté comme les animés d'action, mais il fallait que ça influe dans ma tête pour que naturellement des cadrages me viennent sans que je réfléchisse. Et du coup c'est un peu plus hybride. Là autant avant c'était un hommage à Hiroshige, à Harunobu, c'était des beaux décors et des beaux personnages avec des belles couleurs. Là j'épouse beaucoup plus Okusai qui me faisait peur auparavant et maintenant je me sens capable d'affronter son trait. Alors en fait, avant de commencer le scénario, je me suis senti obligé de lire toute l'histoire du Japon pour pas être complètement à côté de la plaque. Mon gouverneur, il pourrait se baser sur le chef du clan Kagoshima. Il y a le film Le Dernier Samouraï, ça raconte un peu cette histoire-là. C'était quelqu'un qui a restauré l'Empire, mais qui était contre la modernité. Moi, ça m'intéressait de raconter l'histoire d'un vieux général qui avait perdu une bataille et qui rentrait
dans son fief, comme une bête blessée dans sa tanière, quoi. Pour mon colonel, la base d'inspiration, c'est le colonel dans Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Je voulais une sorte de colonel un peu fasciste, bien propre sur lui. J'ai plein de références qui peuvent venir d'un peu partout. Ce qui est important, c'est que le contexte historique fonctionne visuellement. Je voulais faire un boulot très sérieux où quand les Japonais regarderaient, ils se diraient que j'ai pas fait n'importe quoi avec leurs dessins. Puis généralement j'ai plutôt des bons retours de la part des Japonais. Mais je sais aussi que les Français n'ont pas une connaissance hyper poussée de la culture japonaise. Ce qui est important, c'est qu'ils aient vraiment la sensation de s'y croire, quoi, de se promener. Mais c'est vraiment une fiction. C'est quand même vraiment une fiction, mais je sais que le cadre pourrait se passer aux alentours de 1870. C'est crédible. Mais je sais même pas si je dis le Japon, sauf sur la 4e de couverture, hein, c'est tout. La ville n'a pas de nom, c'est la colline Opole, c'est le petit port, c'est une ville imaginaire japonaise, mais qui ressemblerait à l'idée qu'on se fait d'une ville japonaise au 19e siècle. Alors, je voulais raconter l'histoire d'un voleur individualiste, et même plus la trajectoire d'un individualiste, quoi. Après avoir enchaîné tous les succès pour le tome 1, je voulais que ça soit plus amer, quoi, dans le tome 2. Et je voulais aussi qu'il soit un pur héros d'action, un peu à la manière d'un Tintin. Dans le tome 1, on est beaucoup dans ses pensées. Là, c'est plus les personnages, son père, ses voisins, qui reflètent la société. Lui, le voleur, il a un seul but, c'est voler le grand Bouddha géant, se fixer un ultime défi impossible, quoi. Alors, je dis pas s'il va réussir ou s'il va échouer, vous verrez, mais je peux dire que ça se termine pas forcément aussi bien qu'il le souhaiterait. Et l'autre personnage que je voulais travailler, c'était la fille du gouverneur. Elle, je voulais montrer une princesse en apparence, une jolie petite poupée silencieuse, mais qui en fait est une fille avec beaucoup plus de personnalité qu'on pense, qui refuse son destin et qui fuit dans les cauchemars et dans l'opium, littéralement. Et je voulais montrer, dans le tome 2, elle est poursuivie, elle est hantée par des cauchemars, et ce que je voulais mettre en scène, c'était quelqu'un qui sait que ça va mal se terminer, qui sait qu'une catastrophe va arriver, mais qui est incapable de raconter ce qui va se passer. Mais ça, on sait dans la vie quotidienne qu'il y a des choses qui vont mal se terminer, on les pressent et tout, mais on ne sait pas comment ça va se manifester. Bon, ça, je pense que ce genre d'angoisse, beaucoup de gens ont pu l'avoir vécu. Sinon, il y a d'autres personnages que je voulais un peu mettre plus en avant. Le colonel a un rôle beaucoup plus important que dans le tome 1, une sorte de némésis à la fois implacable et puis totalement incompétent. Et puis, j'aime bien parler de certains villageois, je dis pas encore les noms, mais qui sont totalement anodins quand on regarde l'histoire et qui finissent par avoir une importance assez capitale. Et sinon, Montengu, tout simplement, ma créature mythologique, du folklore japonais, cette créature qui est prête à vous faire un mauvais coup dès que vous avez le dos tourné. Et que le voleur va finir par totalement incarner, après avoir volé son armure dans le tome 1, il va la revêtir pour des coups d'éclat, quoi, avec des explosions. Et il a une tenue de ninja pas pour rien, en fait, je voulais qu'il se passe ça. Le début et la fin ont été écrits dès le départ. Ouais. Les scènes qui ont été rajoutées à la toute fin, parce que j'avais déjà écrit, le tome 1 et le tome 2 étaient déjà écrits avant que je réalise le tome 1. Les dernières scènes que j'ai rajoutées, ce sont les cauchemars avec le Tengu et la scène avec le temple. Celle où, globalement, graphiquement, je me suis plus fait plaisir, quoi. Mais ouais, je voulais que ça se termine en beauté, avec des flammes. Bon, après, comme j'ai bossé avec Wes Anderson, et il m'a demandé de faire des choses très spectaculaires, des choses que j'aurais pas pensé être capable de réaliser quand j'ai réalisé le tome 1. Je me sentais plus prêt à faire des plans qui en mettaient plein la vue. Et il est très fan de Akira Kurosawa, qui est une partie de la culture japonaise que j'avais totalement mis de côté et que j'ai fini par regarder certains films et je me suis dit que j'allais mettre quelque chose. Et
En fait, je commence à connaître suffisamment l'estampe japonaise pour voir dans certains films de Kurosawa, alors je ne connaissais pas sa filmographie, de quelle estampe il s'inspire, parce que les plans il les a pas inventés tout seul non plus. Donc avec Gemusha j'ai vu des plans de Yoshitoshi, ouais. Je pars en résidence à Mazé, c'est près de Angers, pour 2 mois pour plancher sur mon nouveau manga. Il y aura quelques éléments du tome 2, des personnages du tome 2 qui seront présents, mais ça sera une autre histoire. Ça va être plus fantastique. Il y aura une femme renard et je me sens suffisamment mûr pour faire des combats de samouraï, j'en ai très envie. Et vraiment une plongée dans le fantastique, plus. Donc ça c'est mon gros projet de manga que je voudrais en plusieurs tomes, mais tant que c'est pas signé, je vais pas vous en dire plus. Sinon c'est des livres pour la jeunesse que j'aimerais bien faire. J'ai envie de raconter aussi une histoire plus gaie, peut-être avec un peu moins de pages aussi à réaliser. Et puis mes amis autour de moi ont tous des enfants, je commence à leur raconter des histoires, il y a des histoires que je raconte quand ils sont énormes, j'ai envie de les faire. Sinon, un grand plaisir de retravailler dans le cinéma d'animation, le cinéma normal, le jeu vidéo, en tant que spécialiste du trait japonais traditionnel, ou juste en tant qu'illustrateur ou décorateur. Moi ça me plaît toujours. C'est cool de partir d'un projet de A jusqu'à Z, parce que j'ai encore maquetté la couverture et posé le code barre cette fois-ci, mais c'est bien d'être utilisé comme un pur instrument, quoi, des fois. Ça permet de tester des choses en fait, ça me permet d'expérimenter pas mal de nouveautés. Et justement pour celui que j'appelle tome 3, mais ça s'appellera pas tome 3, des choses que j'ai mis en place avec Wes Anderson que je sais que je vais pouvoir mettre en place. Alors que si je l'avais pas rencontré, je serais peut-être resté dans quelque chose plus sage.